Pour cette deuxième partie d'émission, nous avons avec nous de nouveaux chroniqueurs et un nouvel invité. Michel Cassen-Hellenbogen, tu es acteur, metteur en scène et co-directeur du théâtre Le Public. Ton théâtre est fermé depuis 1 an. Oui. On en est où ? On en est nulle part parce que c'est quand même un des secteurs sacrifiés dans tout ce qui a pu se passer comme conséquence de ce qu'on appelle la crise sanitaire. Et je pense qu'après 1 an, ou bien on disparaît et on change de métier, ou bien on se dit comment est-ce qu'on va faire pour essayer de faire évoluer les choses autrement. On voit quand même aujourd'hui que dans toute l'Europe occidentale, il y a un sacrifice des valeurs démocratiques, des valeurs auxquelles on croit, et dans ces valeurs démocratiques, il y en a une qui est fondamentale, c'est la liberté d'expression. Et la liberté d'expression des artistes, et particulièrement dans les arts de la scène, parce que les arts de la scène, c'est quelque chose qui permet de parler à beaucoup de gens avec relativement peu d'argent. C'est donc pas dominé de manière puissante par ce qu'on pourrait appeler le néolibéralisme. Eh bien, on a bâillonné ça depuis 1 an, et maintenant ça suffit. Ça suffit totalement. Et ça suffit pas uniquement parce qu'il faut donner la parole aux artistes. On a beaucoup parlé dans cette crise de les artistes doivent prendre la parole, etc. Bien sûr que les artistes doivent prendre la parole. Mais ça suffit surtout parce que le citoyen a besoin d'entendre ce que les artistes ont à dire. Les citoyens ont besoin de perspectives. Les citoyens ont besoin de développer un libre arbitre et de ne pas être embarqués comme ça dans une espèce de soupe médiatique qui n'avance que dans un seul sens. Donc, maintenant, je pense que le secteur culturel doit réagir, doit résister et reprendre la parole, car tous les lieux de débat et tous les lieux réellement de démocratie ont été bâillonnés. Ça suffit maintenant. Ça doit repartir et le citoyen doit vouloir continuer à vivre dans une démocratie et pas dans ce que j'appelle aujourd'hui une démocrature. Voilà ce que je pense qui est important à faire passer, parce que la résilience c'est magnifique et c'est fondamental, mais on communique les choses d'une manière telle que on finit par trouver tout normal. Vous savez, sans vouloir faire de mauvais amalgames, on a connu des périodes de l'histoire où, en respectant la loi, il y avait un nombre de morts gigantesque et encore plus important que ce que crée en partie cette crise sanitaire, parce qu'on comptera les morts par la suite, on verra le nombre de morts qui ont été causés par ce virus et le nombre de morts qui ont été créés par la conséquence de la gestion de cette crise sanitaire. Mais on a connu d'autres périodes comme ça où tout le monde respectait la loi, et vous savez où ça a fini et où ça finit encore actuellement dans ces pays. Vous voyez ce qui se passe dans plein de pays. Vous voyez les courants nationalistes qui s'expriment de plus en plus, le repli sur soi. Tout ça amène à la fin de la démocratie, et je suis inquiet, et je souhaite que les citoyens se rendent bien compte qu'il faut maintenant se battre pour des valeurs auxquelles nous croyons, et la culture fait partie des piliers qui permettent de combattre la démocrature. Et par rapport à ça, justement, Michel, quand vous dites les artistes, parce que moi, je me sens concerné aussi, étant artiste moi-même, est-ce que vous êtes en accord avec la télévision de ces artistes qui sont en télé aujourd'hui, qui mettent le masque, qui suivent toutes les directives gouvernementales, alors qu'ils ont une vitrine énorme pour pouvoir dire « allez vous faire foutre ». Non, je ne suis pas d'accord. Mais il faut être terriblement autonome à bien des points de vue pour dire qu'on n'est pas d'accord dans le monde dans lequel on vit. Je suis totalement d'accord, avec des gens qui, manipulés, en partie, ou convaincus pour des raisons qui leur sont propres, souhaitent se protéger. Je suis pas du tout d'accord avec la stratégie qui a été mise en place par rapport à la crise sanitaire. Mais je suis qu'un artiste, vous voyez, je suis pas un scientifique. Mais enfin, il m'arrive de lire des chiffres et de pouvoir voir des analyses d'études. Donc, non, je ne suis pas d'accord. J'étais invité il y a pas si longtemps au JT de la RTBF, et on me demande de porter le masque, et je me rends compte que l'animateur, oui, je finis par dire les animateurs parce que j'ai l'impression qu'à un moment donné, le métier de journaliste est en train de disparaître. C'est-à-dire qu'il communique quelque chose, il n'y a plus une définition de fait, il y a plus de critique objective par rapport à une réalité. On est en train Bon, il est à 4 mètres de moi. À 4 mètres de moi, je peux comprendre qu'il ait peur, mais moi, j'ai pas peur à 4 mètres de lui, quand bien même il aurait de la fièvre. C'est en plus, il y a des extractions d'air, des pulsions d'air. Donc, oui, je ne comprends pas cette espèce de logique qui impose aux citoyens, qui n'a pas tous les moyens de s'informer, qui n'a pas tous les moyens de s'en sortir, qui a peur parce qu'on lui a fait peur, forcément, quand les télés nationales, quand les masses médias communiquent ça, la liberté, elle est terriblement réduite. Mais il faut de l'autonomie pour oser faire ça. Le nombre d'artistes qui sont déjà tellement contents de passer à la RTBF parce qu'on ne parle jamais d'eux.
On méprise la culture dans ce pays depuis pratiquement sa naissance. Alors, la culture dans notre pays, elle n'a pas l'histoire de la France, elle n'a pas l'histoire de l'Allemagne, elle n'a pas l'histoire de l'Angleterre. Mais les médias importants ont une responsabilité capitale sur la non-visibilité des artistes. Alors, quand quelqu'un passe déjà à la télé et qu'on lui dit « tu mets le masque ou tu passes pas ?» il met le masque, hein, qu'est-ce que vous voulez? Il a peur de ne pas exister. Je peux pas lui en vouloir à lui. Je voudrais que, à un autre endroit, on ait une conscience plus grande de la liberté individuelle qu'il faudrait préserver. Il faudrait dire à quelqu'un qui est invité sur une chaîne, écoutez, si vous voulez mettre le masque, vous le mettez, si vous voulez pas, vous ne le mettez pas. Je veux dire, c'est tout, voilà. Ici, on ne met pas de masque. Non, j'ai vu. Et du coup, Bam, les donc masques. si un Poulvord se le permettrait, je pense. Oui. Un Poulvord se le permettrait, un Bouli Lanners, pas, je ne pense pas, Oui. un Depardieu. Donc, eux, ils utilisent cette force qu'ils ont Oui. de notoriété, certes, Oui. mais pourquoi pas le faire? Pourquoi pas inciter tous les comédiens, comme moi je le fais sur les réseaux sociaux, je reprends plein la gueule des artistes, Oui. en leur disant, vous contribuez à ce système. Donc, si tout le monde s'y mettait en disant, les gars, on est tous artistes, si on veut se tenir la main, je dis pas qu'on est une famille, on n'est pas con, je suis pas dupe, mais au moins, voilà, essayons d'être en accord tous, tout ce qu'on est en train de faire comme blabla en télévision, c'est tout ce pour qu'on se bat en dehors, nous. C'est Mais là où j'ai Mais oui, des difficultés. alors, les artistes, hein, c'est pas un groupe organisé. Hein, par définition, la majorité des artistes sont assez individualistes, même si parfois ils travaillent collectivement. C'est pas un groupe organisé et ça n'a pas obligatoirement une conscience de la résistance politique. Un artiste, hein. On est quand même passé dans une société où depuis quelques années, la logique de résistance politique à la pensée unique a peu été développée. Tout le système a visé à supprimer ça. Donc, oui, c'est dommage que les artistes acceptent de respecter des règles qu'ils peuvent trouver débiles ou incohérentes, mais je peux les comprendre. Tout a été fait pour ça. Alors, il y a des résistants, je pense que vous en faites partie, il y a des résistants qui expriment une voix différente, j'espère qu'elle sera de plus en plus entendue, au nom de la liberté individuelle. Moi, j'ai pas un problème avec quelqu'un qui veut mettre un masque. D'accord. J'ai un problème avec quelqu'un qui se dit que s'il le met pas, il prend une amende alors qu'il est dehors, etc. J'ai un problème avec des incohérences de comparaison ou de globalité, si vous voulez. J'ai pas envie de m'attaquer au pauvre artiste qui, déjà, il est au chômage temporaire depuis 1 an. Moi aussi. Il sait pas quoi faire pour bosser. On lui dit qu'il est inessentiel ou pas essentiel, etc. Et il devrait en plus être le type qui vient et qui fait « j'enlève mon masque ». Il faut un minimum de conscience politique et d'apprentissage de l'autonomie de pensée par rapport à ça. Ce n'est pas ce qu'on a développé principalement dans nos pays ces derniers temps. Et puis les artistes dépendent essentiellement des subsides de l'État. Bah oui. Bah, je veux dire, Oui, l'État, c'est nous, hein. Bah oui, Oui, bien donc, sûr. oui, mais voilà, les gouvernants. Ils redistribuent notre argent, c'est tout. Oui, c'est ça. Oui, mais les gouvernements. Il n'y a pas du d'arrogance coup- dans ce que je dis. C'est Non, juste, mais c'est j'entends un peu, bien. Mais il faut bien se rendre compte de ça aussi. Toutes les commissions qui donnent de l'argent aux artistes, les théâtres qui dépendent des subventions pour exister. Donc voilà, le système de la culture est quand même politisé. Ah, terriblement, oui. Voilà. Oui. Ne fût-ce que par les subsides. Voilà, C'est comme ça aussi il qu'on y a, le il y tient. a pratiquement pas de production, entre guillemets, privée réellement autonome en Belgique francophone. Il y a des privés, mais ces privés dépendent quand même d'accords avec des subventionnés pour la majorité des productions. Je parle de celles de notre communauté, hein. Je parle pas des blockbusters qui débarquent, d'accord. etc. Donc, l'autonomie des dirigeants de la culture, d'une part, et de ceux qui la pratiquent d'autre part, est relativement limitée, car c'est structuré comme ça. Voilà. Et c'est pour ça que tous les lieux de culture sont fermés depuis 1 an et que ça ne bouge pas. Alors qu'il n'y a pas d'études qui démontrent qu'il y a eu des dangers quand on a ouvert, alors qu'il y a plein d'endroits, vous en avez déjà fait la liste 22 fois, où il y a plus de monde et où... parce que vous savez, dans une salle de théâtre, on ne parle pas, hein, comme ici. Normalement, on regarde et on se tait. Hein, je veux dire, normalement, on peut rire et tout, mais... Donc, non, je pense que la fermeture des théâtres, ce n'est pas une décision sanitaire, c'est une décision politique. Parce qu'imaginez que pendant 1 an, dans notre théâtre, qui reçoit 600 personnes par soir, nous disions tous les soirs quelque chose qui touche à ce dont nous parlons ici. Bah ça n'arrangerait pas le politique, hein, cette liberté d'expression, à travers en plus des œuvres d'art qui sont belles. C'est-à-dire qu'on décrirait du beau pour décrire de l'incohérence d'un système. Bah, c'est la liberté d'expression qui est atteinte politiquement, pas pour des raisons sanitaires. Ouais, d'accord. Voilà. Est-ce que... Vas-y, Yves. Vous faire qualifier de non essentiel, Oui. c'est quand même d'une violence inouïe. C'est une violence Est-ce- totalement inouïe, oui. Comment se fait-il que nous a fallu presque 1 an avant de monter au créneau? D'abord,
d'abord, j'ai pas attendu un an, nous n'avons pas attendu un an pour monter au créneau. Hein. On a fermé en mars, on a obtenu, lors du premier confinement, des moyens pour indemniser les plus fragiles. Il faut quand même dire que la communauté française, lors du premier confinement, a agi correctement vis-à-vis des artistes qui étaient subventionnés. Et normalement, c'est pas à la communauté française d'aider le privé. Normalement, c'est le fédéral qui doit aider le privé. Et un certain nombre de mesures ont été prises, mais je trouve que les vrais condamnés de la culture depuis le début, ce sont ceux qui n'ont pas de subside. Hein. Et puis, on a réouvert en septembre, dans des conditions moyennes, 70% de fréquentation. Et là, on nous a informé politiquement qu'on allait nous soutenir, fonds billetterie, soutenir la diversité de l'emploi artistique, maintenir l'emploi. Des belles annonces ont été faites et rien de concret derrière aujourd'hui. Donc, et puis, c'est vrai aussi qu'à un moment donné, vous savez, avant de rebondir comme aujourd'hui, j'ai envie de dire, moi, j'ai eu un coup de mou terrible en décembre. Hein. C'est complexe d'abord d'avoir mis 200 personnes au chômage temporaire. Hein, je suis pas fier, mais j'ai pas pu faire autrement. Et puis, je me suis dit, il faut qu'on reprenne notre destin en main. Et depuis janvier, on a organisé quelque chose qui fait que des artistes répètent. Ce sont les artistes de garde. Des spectacles vont démarrer dès le 15 avril, d'abord en extérieur et puis en intérieur. Et on a toute une programmation qu'on a imaginée, qui va s'appeler Retrouvailles, et qui va exister tout en respectant, entre guillemets, les règles des protocoles annoncés. Et puis on espère quand même que ces protocoles, aussi incohérents soient-ils aujourd'hui, vont finir par faire qu'on va pouvoir retrouver un certain nombre de libertés. Donc le théâtre non plus, moi je suis un spécialiste de théâtre, c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain. Hein. Quand tu décides de faire un spectacle, il faut 6 semaines de répétition avant que... Donc on a remis toute la machine en route à partir du mois de janvier, et depuis qu'on a le sentiment d'avoir repris notre destin en main, ben on se sent mieux, on voit des gens, on répète, on dit des textes, et bientôt les spectateurs vont pouvoir y assister, car c'est eux, je suis très préoccupé par les positions des artistes, mais c'est les citoyens qui me préoccupent beaucoup plus. Ce sont ceux qui ont droit à cette culture, ce sont ceux qui payent des impôts pour avoir une culture. On les a privés de ça. Ça me paraît la chose la plus grave. C'est ça la cause de la santé mentale aujourd'hui. C'est d'avoir supprimé ce qui est beau dans quelque chose qui est morbide. Ça, c'est inacceptable. Parce que même en temps de guerre, oui. il y a toujours de la culture. Oui, oui. J'ai remarqué ça dans les pays complètement dévastés par la guerre. Enfin, je sais pas, on a vu le Liban, la Syrie, tout ça. Il y a toujours de la culture. Alors, elle est peut-être un peu plus underground et tout, mais la culture, c'est ce qui tient les gens vivants, en fait. Hein, mais c'est ce qui fait que nous sommes. C'est ce qui fait qu'on va peut-être avoir un futur. C'est ce qui fait qu'on va peut-être, ensemble, collectivement, se dire que cette pandémie, elle a été causée par un manque de culture, par un manque de connaissance des réalités de cette planète. Et donc vous êtes en accord sur les streamings, sur les spectacles qui se font en streaming ? Non, je suis pas en accord sur les streamings. Je vais vous dire pourquoi. J'en fais, hein, mais on peut faire des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Hein. Ça, j'ai du mal à comprendre. Mais... Pardon ? J'ai du mal à comprendre. Mais parce que parfois, il faut... Enfin, quand je dis je suis pas d'accord avec le streaming, je pense que quand on a une jambe cassée, c'est mieux de marcher avec une canne. Parce que si on marche sans canne, ben on se recasse la jambe encore plus vite, etc. Donc je pense que c'est une solution momentanée, mais elle arrange bien le politique aussi, cette solution. C'est-à-dire que ça permet de dire, soyez innovés, soyez inventifs, continuez à exister. Moi, ça m'énerve terriblement, ça. Parce que la force des arts vivants, c'est des êtres humains qui parlent à des êtres humains sans qu'il y ait un filtre qui conditionne ce que vous voyez. Voyez-vous ? C'est bien. Et donc, je trouve que, en plus, alors là, c'est sur la méthode du streaming de théâtre sans spectateurs, ça ne veut rien dire. Hein. C'est comme les matchs de foot. Oui, sans spectateurs. Oui, je regarde le foot. Oui, mais là, il y a plus de spectateurs. Et, voilà, il faut déjà le sport ou l'athlétisme, enfin. Voilà. Non, mais la preuve qu'ils peuvent jouer, eux. Oui, mais nous, on peut pas jouer sans public. Ouais. Non, mais voilà, il y a déjà non, mais la différence, elle est là. On peut, et quand on voit, moi je comprends, hein, mais j'étais pas pour quand je vois... je le dis ici puisque on me donne la parole plus longuement que sur d'autres médias. Quand je vois ce qui a été fait par la RTBF, financé par la communauté française pour toutes ces captations, encore une fois, pour moi, même si plein d'artistes sont enfin heureux d'être à la télé, hein, que leur travail soit visible, pour moi, il y a derrière ça quand même une espèce d'alibi qui dit qu'on donne une place. Pourquoi est-ce que ces captations ne passent pas à 20h30, une fois par semaine, hein? C'est quoi une captation ? J'ai pas la télé, je suis désolé. C'est enregistrer une pièce de théâtre et la montrer en télé. Voilà.
Ah, Donc pour le moment, il y a plein de spectacles sur Rovio. Il y a la semaine belge, Belgium Music Week. Donc en fait, ils ont décidé de mettre le paquet en fait sur les artistes pour les mettre en valeur, alors que ils ne le font pas souvent, quasi jamais. Et donc voilà, c'est une façon d'être solidaire de la chose. Mais en attendant, il n'y a aucune production nulle part qui se donne et qui se joue en live. Donc quelque part, alors c'est bien pour les artistes, parce que ça leur permet de toucher des droits d'auteur, on va dire, mais il n'y a pas de diffusion. On ne va pas le montrer à 20h, c'est une chose, mais il n'y a pas de diffusion. Est-ce que c'est que pour les artistes subventionnés? Non. Non. C'est tout le monde. C'est tout le monde. D'accord. Yves, une question te brûle les lèvres? Oui, je voulais demander à Michel. Michel, en tant que directeur de théâtre, vous avez entendu parler du passeport vaccinal qui va peut-être obliger les directeurs de théâtre à trier leurs spectateurs entre ceux qui seront vaccinés ou non vaccinés, entre ceux qui auront un test positif et un test négatif. Est-ce que vous imaginez, vous, mettre en œuvre cette sorte d'apartheid? Je ne suis pas mandaté aujourd'hui pour faire respecter la loi, moi. Si quelqu'un fume dans mon théâtre, alors qu'il est interdit de fumer, c'est pas à moi à faire la loi et à lui dresser un PV. Hein. Donc moi, il faudrait vraiment... Enfin, je suis contre le fait qu'il faille montrer quelques papiers que ce soit pour rentrer dans un lieu de culture. Voilà, je crois à la responsabilité individuelle. Je crois que si quelqu'un est malade, c'est mieux pour l'instant qu'il reste chez lui, et s'il est en forme, qu'il vienne au théâtre, quoi. Voilà, je ne suis pas un gardien de la loi, je suis un directeur de théâtre, et je n'ai pas à me mêler, je ne suis pas mandaté pour faire respecter la loi. Donc on n'entendra plus jamais, dans un silence parfait... On électrifiera peut-être le spectateur, non Peut-être que ça peut amener ça de positif, c'est que quelqu'un qui tousse, parce qu'il y en a que parfois on a envie qu'il meure. Hein, je veux dire, hein, je sais qu'on peut pas faire de l'humour là-dessus, mais tant pis. Donc c'est vrai que quand tu joues et que tu as un type que tu te dis, mais voilà, il a le corona. Voilà. Non, pas le corona, mais un truc comme ça pendant 20 minutes pendant que tu joues, tu deviens fou. Hein. Mais je répète. Mais là, par rapport à, je suis d'accord. C'est une loi. Là, si vous prenez l'exemple du fumeur, il peut à l'entracte aller fumer une cigarette. Il peut juste avant de monter au théâtre fumer une cigarette. Voilà, il a le choix de pouvoir gérer sa vie comme il l'entend. Là, si j'ai pas le passeport, je rentre pas. Mais c'est une nuance quand même. Mais c'est-à-dire que pour qu'on en a. Donc vous me demandez mon avis, je suis contre. Maintenant, c'est pas moi qui fais les lois. Si à un moment donné, j'espère que les gens qui ne se seront pas fait vacciner trouveront le moyen de prouver qu'ils se sont fait vacciner. Non. Mais si c'est une loi, si ça devient une loi, mais si vous allez la respecter? Écoutez, a priori, dire comme ça à des caméras, non, je ne vais pas respecter la loi, c'est pas sublime pour un directeur de théâtre subventionné. Mais je viens de vous dire, je suis contre le fait que des gens soient obligés de se faire vacciner pour faire quoi que ce soit. J'ai été en Afrique il y a quelque temps, on m'a imposé un vaccin, je l'ai fait, pour aller en Afrique. Mais on n'était pas dans le contexte d'aujourd'hui. Donc, encore une fois, c'est où on place le curseur par rapport à la problématique de la société dans laquelle on vit. Si c'est encore... Parce qu'alors, on pourra aussi dire que les plus de 65 ans ne peuvent pas y aller, et que ceux qui ont moins de autant, enfin, où est-ce qu'on va, quoi. Donc, ce principe ne peut pas se gérer comme ça. Je suis contre le fait qu'on ait à montrer quoi que ce soit pour rentrer dans un lieu de culture. En fait, la question, c'était plutôt, est-ce que tu marcheras dans le coup si on dit, enfin, s'il y a cette loi, parce qu'une loi est toujours votée, une loi, avant, elle se prépare, donc il y a quand même des influences, des lobbies qui influencent la préparation de la loi. Les lieux de culture, je veux dire, c'est un chantage ici, ça va être comme le chantage au voyage. C'est un chantage, c'est-à-dire, tu veux reprendre, tu veux rouvrir ton théâtre. C'est ce qu'il vient de dire, il est d'accord. Alors, il n'est pas d'accord là-dessus. Maintenant, ça devient une loi. Écoute, je peux donner un exemple que j'ai vécu ce matin même. Je fais beaucoup de casting parce que voilà, j'ai cette chance de pas mal tourner. Et j'ai un casting, je refuse toujours le test PCR.
nasale. Voilà, je refuse ça, c'est un truc qui m'obsède et qui m'est insupportable. Donc j'ai eu la chance, chaque fois, j'ai trois tournages, comme ça 4-5 tournages où j'ai pu me permettre de dire non, je refuse ça, et j'ai trouvé une alternative qui est la prise de sang, voilà, et ça me permettait en plus de faire boire un petit peu si j'avais trop de cholestérol, donc c'est très bien. Les gamins aussi. Là ce matin, j'étais confronté à, là non, ce sera obligatoire parce que c'est pour faire un tournage avec Diable Rouge. Eh ben j'appelle ma femme, je dis, et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dis non à un cachet qui est élevé parce que je dois faire ça, ou je dis pas non? Encore une fois, après, si j'ai pas le passeport, je vais pas voir une pièce de théâtre, je vais pas voir une pièce de théâtre. Fondamentalement, j'ai le choix de pas y aller. Mais qu'est-ce que je fais à un moment donné quand c'est ça, je rejoins un petit peu ce que Michel dit, quand on est confronté à cette loi, quand on est confronté à quelque chose, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On est d'accord qu'on est en désaccord, tu vois? Donc alors, voilà, moi c'est faire ce PCR. Mais qu'est-ce qu'on fait? Il faut Qu'est-ce que tu veux que je pas laisser fasse? passer ça dès le départ, Voilà. en fait. C'est ça la difficulté. C'est ça la C'est problématique. ce que je pense. Finalement. Mais Qu'est-ce que tu as fait finalement? Ah non, mais c'est est-ce que t'as ramassé le pognon? Non, j'ai juste fait le bien. casting. J'ai juste fait le casting, mais voilà, je sais que ça peut le faire. Donc t'as pris le cachet. Non, pas encore. Non, j'ai pas du tout. C'est une discussion que j'ai avec ma femme. C'est pour ça que c'était de nouveau. Qu'est-ce que je fais? Parce que moi, je me bats contre ça pour pas qu'on m'impose ça là. Ta femme, c'est ta conscience en fait. Non, c'était un double. J'essaie justement de voir un petit peu parce qu'elle est plus, elle est contre tout ça. Ouais, je sais. Je On a dis, tous moi- des problèmes de moi, couple. à Moi, cause de moi cette pareil. crise. Si tu veux m'interrompre, je vais pas pour dire des conneries ou. Donc, là, je suis confronté à. Vous savez, bientôt va sortir le fait que quand vous êtes testé PCR négatif, dans 50% des cas, vous ne l'êtes pas. Bientôt, ça va sortir scientifiquement, ce dont je vous parle. Et ce n'est pas du complotisme. Il s'avère que j'ai la chance dans ma famille d'avoir quelqu'un qui a organisé un grand colloque avec tous les experts qu'on voit à la télé tout le temps, qu'on leur a sorti ces chiffres et que ça a créé le silence. Il y a une démonstration qui dit que les tests PCR négatifs, la moitié des gens qui sont négatifs, testés négatifs, ne le sont pas. C'est-à-dire que tu fais un test, on te dit que tu es négatif, tu te dis cool. Donc ce sont des faux négatifs. C'est-à-dire que ce n'est pas suffisamment fiable. Tout à fait, mais ça, on l'entend Oui. plein de Donc, fois. et donc, je pense vraiment, entre autres, grâce à une prise de conscience de plus en plus collective, que on va sortir de ça. Je ne peux pas être d'accord avec une loi qui discrimine quelqu'un d'une manière ou d'une autre. C'est ça ma réponse. Okay. Et si les gens décident de ne pas se faire vacciner et qu'à cause de ça, ils n'ont pas le droit d'aller c'est donc dans un lieu de culture, c'est donc une loi qui discrimine. Oui. Et nous devrons alors tous Ouais. nous élever contre une loi qui discrimine une partie de la population. Ok. Merci pour cette réponse Je vous en prie. très claire. Bienvenue à nos chroniqueurs. Valérie, tu es comédienne, scénariste et metteur en scène et auteur. Donc toi, tu vas nous parler de culture. Ça tombe bien. Michel est avec nous aujourd'hui. Et notre deuxième nouveau chroniqueur, c'est Yves. Yves, tu es rédacteur en chef de Néo Santé. Néo Santé, qui est une revue de santé globale, à laquelle d'ailleurs je collabore. C'est mon chef en fait. Voilà. Comme les autres chroniqueurs, je voulais vous demander votre petite humeur de la semaine, c'est-à-dire est-ce que vous avez vu quelque chose qui vous a fait bondir, Bon, il y a rempli de beaucoup de joie? choses, hein. Oui, bon. Et on ne Valérie, sait pas quoi choisir. Allez, hop, boum, boum, boum. Ou entre la propagande de la RTB qui n'arrête pas et plein d'autres choses. Non, il y a quand même quelque chose qui m'a extrêmement interpellée et choquée. C'est l'ordre des médecins, donc qui va poursuivre les médecins qui émettent des doutes sur le vaccin. Et ça me fait penser, parce que moi j'avais un projet d'écriture, un projet de série télévisée autour des sorcières. Et ça me fait vraiment penser à cette période-là, l'Inquisition, et le fait qu'on ait brûlé des sorcières pour avoir refusé la pensée du moment et pouvoir préserver leur liberté. Et donc ici, ça me fait vraiment penser à ça, quoi. Et je trouve ça hallucinant. Ouais. C'est le même principe avec les sorcières et les clergés. Enfin voilà, donc on a dû les brûler parce qu'ils pensaient évidemment autrement que les. Donc c'est religieux, l'Inquisition. quoi. Allez. Donc Oui, l'Inquisition. Et j'ai lu ce matin, je sais pas si tu as lu en Israël, carrément un médecin qui a mis 80 médecins en congé, carrément une sorte de mise à pied parce qu'ils refusaient le vaccin. Ah oui, en Israël. C'est des dictatures. Et c'est le terme charlatan aussi, moi, qui m'a. On est allé rechercher un terme Oui. archaïque. Quacks en anglais. Oui. Qui, moi, justement, me relie à ce temps passé où Oui. on a brûlé des gens, des femmes,
parce qu'elle pensait autrement. Bon, c'est très bien. Ça fait tout à fait le lien avec Yves, spécialiste de la santé. C'est très bien. On fera une émission. C'était chouette ce que tu avais raconté. On fera une émission sur les vaccins. Tu auras toute la place que tu veux, Yves. Je sais que tu en as beaucoup contre ce vaccin. Et toi, ton humeur de la semaine, est-ce que il y a quelque chose? Moi, j'étais de très bonne humeur parce que j'ai passé un formidable week-end. Vendredi, j'avais Une rave? un souper clandestin avec 15 personnes. C'était très Ouais. gai. Ouais. Samedi soir, une soirée salsa. Oui. C'était très gai aussi. Samedi et dimanche, j'étais à des manifestations, rencontre des gens formidables. Donc, Tu ne j'étais de très bonne humeur, mais ce matin, j'ai lu le soir, le journal Le Soir, que j'ai rebaptisé pour ma part le Suaire, Le suaire. ou le Soir volé, comprenne qui voudra. Et dans une chronique, j'ai lu que on ne devrait pas se plaindre puisque les mesures étaient quand même et les restrictions étaient quand même beaucoup plus légères qu'il y a un an. Ou qu'en J'ai Chine. quand même oublié un peu vite que depuis le mois de juillet, on est tous obligés de porter un masque à l'extérieur. Ça fait combien de mois ça? Ça fait longtemps, hein? Ça fait 9 mois? Depuis le mois de juillet, ça a ouais, été c'est supprimé ça, à Bruxelles pendant 3 semaines, et puis Ouais. ça a repris, donc ça fait presque Ouais, 10 mois. 8 mois maintenant 8 qu'on mois. doit porter le masque chaque fois qu'on sort On est de à chez 8 soi. mois C'est de quand même- masque. Enfin, moi je ne le porte jamais, mais Moi non plus, mais bon. en principe, on est obligé de porter un Ouais. masque. C'est quand même fou. Ouais. Donc ça me met de très mauvaise humeur quand je lis un article qui essaye de normaliser la normale finalement. Oui, alors je vais te donner un petit conseil. Yves, ne lis pas les journaux. Ouais. Voilà. D'accord? Si, parce que ça nous permet de savoir un petit peu. Si, il faut quand même. C'est la température du peuple. Le journal télévisé, je ne regarde pas le journal C'est télévisé. la température Ouais, du c'est- gouvernement. Ah oui, mais ça. Non, mais tu es obligé d'un minimum savoir pour comprendre. Oui, oui. Bah, t'as qu'à aller sur bam.news. Hein. Michel, tu voulais... Oui, moi, j'avais une bonne nouvelle, en fait, Ah. à transmettre. Allez, vas-y. C'est Un peu de joie et de légèreté. J'étais en contact très, très, très privilégié avec plusieurs pelouses, Tu es en contact avec des pelouses. des pelouses d'herbe, Oui, oui. qui se sont réunies pour enfin être soulagées. C'est-à-dire que maintenant, quand tu invites quelqu'un dans ton jardin, Oui. tu peux quand même lui dire d'aller aux toilettes chez toi et tu n'es plus obligé de faire dans la pelouse. Et, Ah, et l'association des pelouses, qui Oui. depuis un an était attaquée Ouais. violemment Ouais. par tous ceux qui ne pouvaient plus aller dans les toilettes quand tu avais quelqu'un ça chez pue toi, cette affaire. je trouve qu'il faut, au nom des pelouses et du vert, souligner cet acte fort politique. On peut aujourd'hui inviter quelqu'un dans son voisin, dans son jardin, et lui proposer d'aller aux toilettes. Eh bien, merci C'est pour cette... l'assouplissement de la semaine. Oui. Je trouvais qu'il devait être relevé. Donc c'est une très très bonne nouvelle. Merci, Non, l'homme qui parle aux brindilles. Voilà. Merci beaucoup, Michel. Je vous en prie. Ça nous fait très très plaisir. Ça nous fait très très plaisir, Michel. Voilà. Alors, est-ce que tu peux nous faire une petite chronique culture? Oui, alors petite, je sais pas. Non, je vais essayer de faire court, mais bon, voilà, j'ai écrit ce qui me venait. J'ai jamais fait ça. C'est ma première chronique. C'est ma première chronique partie, voilà. C'est parti. C'est parti. Donc, on a beaucoup parlé ces derniers temps des artistes morts à la RTB. C'est très curieux. Simone Signoret, Marguerite Duras, Serge Gainsbourg, Fernandel. À Sont tel morts point. Oui. À tel point que je me devrais suis lire les dit. journaux, peut-être. À tel point que Ne je ris l'ai- pas, ça l'encourage. Ne ris pas. Non, Ne ris pas, c'est- je vais rester concentrée. À tel point que je me suis dit, pour qu'on parle d'un artiste à la RTB, il faut qu'il soit français et mort. Des artistes fantômes, quoi, en fait. Hein. À l'image des artistes d'aujourd'hui, en fait, qui Ouais. sont invisibles depuis un an, suspendus aux décisions surréalistes des comités de concertation qui ont décrété que les artistes resteraient des fantômes. Alors, malheureusement, pourtant, dans les arts vivants, les créations tombent les unes après les autres, ou sont reportées en 2030, il y en a un peu de chance. Dans l'audiovisuel, les producteurs en sont réduits à foutre à la poubelle des films qui ont demandé des années de travail, car il y a tellement de films en attente que l'embouteillage devient ingérable. Les musiciens, qui ont toujours été les plus mal lotis et les plus pauvres, sont littéralement en train de crever. Et pour finir, les artistes qui n'ont pas droit au chômage, eux, se sont transformés en zombies affamés. Garder son droit au chômage ou l'obtenir est pire qu'un sacerdoce ou un combat rapproché. Et sur les 30 millions d'aides annoncées par la ministre de la Culture, seulement 3 ont été distribuées. Un carnage. Donc, alors, on est en droit quand même de se poser des questions, de les gueuler même jusqu'à ne plus avoir de voix.
Pourquoi continuer à confiner des secteurs saignés à blanc, sans aide, livrés à eux-mêmes? Pourquoi l'État prend-il la décision d'asphyxier tout un pan de la société? Pourquoi les avions sont plus essentiels que les salles de spectacle? Pourquoi les cinémas sont plus dangereux que les métros? Peut-on m'expliquer pourquoi le gouvernement accepte que la rue Neuve ressemble à une artère de Tokyo en heure de pointe et que le McDo continue de distribuer sa bouffe merdique qui bousille l'immunité, alors que les restos sont fermés, les théâtres aussi, les salles de concert, et que les gens ne peuvent pas embrasser leurs aînés, voir leurs amis ou faire la fête? Aujourd'hui, en plus, les urgences psychiatriques sont saturées, mais ça a l'air d'emmerder personne. Les gens deviennent fous, suicident, tombent en dépression, deviennent anorexiques, boulimiques, deviennent violents ou s'éteignent par désespoir, sans que nos gouvernements se disent qu'on est face à un problème gravissime d'urgence nationale. Pourtant, nous, les non-essentiels, on pourrait faire quelque chose pour que la population ne sombre pas dans les affres de la dépression. Ah, voilà, non-essentiels, on y est, nous sommes. Ne touche pas ton micro, s'il te plaît. Oui, pardon, j'ai pas l'habitude, c'est pour ça. Donc, non essentiels nous sommes. Et dans notre magnifique société néo-capitaliste, les artistes sont devenus non essentiels. Donc déjà, avant, nos politiciens s'en tamponnaient l'oreille avec une babouche, mais là, c'est dit, acté, écrit dans le marbre, non essentiel. Les médias n'ont jamais soulevé ni la violence, ni l'absurdité de cette classification dégueulasse qui colle à la peau des non-essentiels. Toute une partie de la société serait donc devenue inutile, insignifiante, non importante, tandis que l'autre passe ses journées masquées ou devant son ordinateur ou se retrouve seul face à la mort. Alors je pose une dernière question. Est-ce que la politique telle qu'elle est menée aujourd'hui est essentielle, elle? Cette folie autoritaire interminable et bouffonne est-elle essentielle? Toutes ces mesures liberticides inédites, les mesures coercitives qui vident notre portefeuille, l'alarmisme défiant toute sagesse, une politique de santé qui prévoit de vacciner 70% de la population pour permettre aux gens de se rassembler et d'aller au théâtre, alors que 99% de la population échappe aux formes graves du Covid. Des centaines de milliers de gens jetés dans la précarité, la dépression. Cette politique est-elle vraiment essentielle? J'ai presque fini. Certains m'ont dit qu'ils ne voudraient pas être à la place des hommes et des femmes politiques qui décident en ces temps de crise. Alors, d'abord, ils sont payés pour ça. Et ils ont choisi leur job, comme moi, j'ai choisi le mien. Et moi, je veux bien donner ma place de non-essentiel à un politicien et aller faire un peu de politique. Parce que ça renflouerait non seulement mon compte en banque, et ça me permettrait peut-être de comprendre comment on en est arrivé là. Et pourquoi pas non plus un comité de concertation d'artistes qui décréterait que le métier d'homme et de femme politique n'est pas essentiel, juste pour voir leur tronche. On va dire que ça n'existe pas, des femmes et des hommes politiques non essentiels, et pourquoi pas? J'ai envie de dire. Allez, vraiment, c'est les derniers mots. J'ai une idée folle, et si on vivait avec le virus, si on vivait avec le risque, si on vivait avec la mort, sans qu'elle devienne un gros mot, on ne peut pas constituer nos vies avec un amas de trouille. Les artistes sont là justement pour défier la peur, la transformer en joie, en réflexion et en contemplation. On n'est pas obligé de rester docile quand on voit de la folie. On n'est pas obligé de collaborer à cette folie. On est libre de raisonner, de réfléchir, de s'informer, de se déplacer, de se rassembler. On est libre aussi de ne pas accepter que l'État entre dans une logique de peur. Mobilisons-nous. Soyons offensifs, mettons la pression, allons parler à ceux qui prennent les décisions, les yeux dans les yeux pour qu'ils les ouvrent. Engageons-nous, arrêtons la destruction de la société et du tissu social et préparons la fête géante qui nous attend. Oh putain. Voilà. Je suis désolée, mais moi, c'est ça que j'avais à dire. Ça me bout depuis des mois et voilà, c'est sorti. Très bien. Très bien dit. Et je serais ravi que tu m'envoies ce texte que je ferai paraître sur le site du théâtre. Ah, c'est chouette ça. Super. Voilà. Bon, enfin, super, je fais. C'est pour la société, c'est pour nous. Oui. On n'a plus envie de décoller. Attends, tu peux pas exagérer. Ah non, c'est une chronique non, mais en je suis même hypersensible, moi. Oui, c'est une chronique, mais bon, voilà, c'est fort, c'est fort. Je veux dire, on est tous là-dedans depuis un an. Voilà, tu exprimes. J'ai lu des trucs. J'ai lu l'interview d'un ado sur Kairos qui dit la même chose. Enfin, tous ces trucs qu'on voit, ces tribunes qui sont des gens qui appellent au secours. Va te faire foutre. Le mec qui récupère son gars qui n'a pas marché.
Mais va te faire foutre, Stéphane, c'est pas vrai ça. Ah putain. J'ai pas Voilà. compris, mais c'est pas grave, on n'est pas obligé de tout comprendre. Non, allez. non. Non, mais moi enfin. non plus, parce que j'ai pas suivi. Tu vois, pourtant, Mais vous avez. Super texte. Toi, au moins, tu sais ce que c'est que l'émotion. Non. Moi, je ne sais pas. Bon. Allez. bon, je suis désolée d'avoir. Oui, foutu merci, le bourdon, Valérie. mais Merci, voilà. merci pour cette Ouais, non, mais il y a- il y a- Non, mais il y a si j'avais franchement- pas fait l'idiot avec ces mouchoirs, c'était super, voilà. Mais putain, mais arrête. J'avais envie de me moucher. Non, mais il y a quand même une question qu'on doit vraiment tous se proposer. C'est est-ce qu'on veut être responsable de ça ou pas? Mais moi, c'est la question, bon sang, quand est-ce qu'une fois quelqu'un va nous regarder, nous écouter? C'est Ouais, ça bien qui est sûr. Non, affligeant. mais maintenant, il faut aussi se rendre compte qu'il y a beaucoup de gens dans la société qui ne pensent pas comme tout ce qui a été dit autour de cette table. Je dis, oui, mais c'est ça, il y a je dis, aussi cette problématique-là. Ouais. Parce que beaucoup de gens qui se plaignent de la manière dont se passe sont convaincus que tout le monde est d'accord, enfin, qu'il y a beaucoup de gens d'accord. Pas tellement, en fait. ouais, tout à fait. Il y a un réveil à créer et il faut, je pense, arrêter de s'énerver que le réveil ne se passe pas, mais mettre de l'énergie à ce qu'il se passe. Parce que, à force de mettre de l'énergie contre un système, on peut parfois, quand on n'est pas suivi, le renforcer. Donc, moi, je trouve qu'il faut faire très attention à ça. Il faut tenter d'avoir un rapport terriblement pédagogique sur le possible et non pas uniquement sur la débilité de la réalité, que je partage. Mais Oui, voilà. oui, bien sûr. Vous pouvez aussi mettre ça par écrit, je vais publier sur mon site. C'était pas un gag, c'était une manœuvre de diversion, sinon j'allais chialer. Yves, ta chronique santé. Alors, ma chronique, je voulais rebondir justement sur la problématique des masques, Ouais. ou plutôt sur la prétendue utilité des masques. Ouais. Je voulais parler de deux choses, mais comme on m'a dit que la chronique devait être très brève, Voilà. je vais n'en parler Moi, je que suis d'une. désolée, Enfin, je je me vais suis étalée. brièvement faire allusion à cette étude danoise qui est parue au mois de janvier, qui démontre, la seule étude qui a vraiment été faite en temps réel, avec groupe contrôle, randomisé, etc., dans les règles de l'art, et qui montre, les chercheurs danois sont formels, qu'il n'y a pas eu d'effet du port ou du non-port de masque sur la dynamique de l'épidémie. Bon, c'est une étude qui est parue dans Annals of Internal Medicine. Les gens qui veulent la consulter peuvent y aller, parce qu'on n'en a quasiment pas parlé dans les médias. La deuxième chose dont je voulais parler, c'est un truc que j'ai découvert assez récemment. Ça s'appelle l'Institute for Health Metrics and Evaluation. Vous avez déjà entendu parler? Non. En fait, moi, je n'ai pas entendu parler non plus, mais c'est un organisme spécialisé dans les statistiques sur la santé publique sous la houlette de l'Université de Washington. Cet institut ne peut certainement pas être soupçonné de complotisme, puisqu'il collabore avec l'OMS et qu'il est financé, eh oui, par la fondation Bill et Melinda Gates. Ah. Depuis le début de l'épidémie, ce centre de recherche s'efforce d'objectiver l'efficacité du port du masque généralisé pour enrayer la propagation du virus. Mais vu que les réglementations nationales sont très différentes et de ce fait incomparables, les chercheurs ont contourné l'obstacle en mettant au point un indice du taux d'utilisation du masque par pays. Cette méthode est basée sur des sondages réalisés par une autre université américaine. Et surprise, ces enquêtes ne montrent aucune corrélation entre l'usage du bâillon et de la courbe de l'infection. Vous pouvez le vérifier vous-même en allant voir les cartes en couleur de l'IHME. Voilà le genre de carte. Donc plus c'est enfoncé, plus les gens portent le masque. Ouais. Donc on voit bien qu'en Afrique, on ne le porte pas, etc. Et on peut comparer ça avec la carte de l'épidémie. Eh bien, ça ne colle pas. Voilà. On peut les superposer aux performances de mortalité, on voit que ça ne colle pas. Si les masques généralisés en extérieur avaient un réel impact, on devrait logiquement observer une dynamique épidémique moindre dans des pays ayant adopté une telle stratégie. Mais les faits sont têtus, il n'en est rien. Par exemple, la France et la Suède ont des chiffres de décès similaires, alors que les taux d'usage du masque sont radicalement différents. 76% pour l'Hexagone et 6% pour le pays scandinave. Le Royaume-Uni a déploré 2 fois plus de morts par million d'habitants que l'Allemagne, alors que les citoyens britanniques et allemands sont
identiquement enclins à porter la muselière, environ 57%. Bref, cette mesure liberticide n'a aucune efficacité sanitaire perceptible et devrait être abandonnée sine die si les cerveaux n'étaient pas complètement lessivés par l'abrutissante propagande anti-pro-masque. Voilà. Merci C'est Yves. ce que je voulais dire aujourd'hui. Voilà, bah écoute, j'espère que voilà, ça- donc ça nous conforte dans le fait que nous n'avons pas de masque et que nous n'en portons pas. Merci beaucoup. Voilà, je voulais vous remercier. Je voulais remercier nos chers chroniqueurs et notre invité, Michel Cassen-Ellenbogen, pour être venu nous donner ce témoignage sur le secteur de la culture qui a vraiment énormément souffert. C'est pas le seul, mais voilà, c'était très intéressant, très émouvant aussi. Merci. Merci de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission avec un nouveau thème. Je ne sais pas encore lequel ça va être parce que ça se bouscule au portillon. Je vous invite à aller sur bam.news, B-A-M, comme Belgian Alternative Media, bam.news, pour aller voir toutes nos interviews, nos reportages et bien sûr aller sur notre page Facebook. Il y a des lives de temps en temps, comme au Bois de la Cambre, etc. Et puis à rester fidèle à cette émission et à aussi partager les liens parce que notre but c'est aussi quand même d'éveiller les consciences. Il est grand temps après un an que ça bouge enfin. Merci beaucoup, merci à tous. Merci Merci. pour l'invitation. Au revoir, Merci merci. beaucoup.